Alors, maître, quelles pourraient donc être les conséquences sur la suite de la vie politique au Sénégal, mais aussi peut-être les leçons à tirer pour l'Afrique? C'est une décision qui a apaisé tout le monde, mais dans les aspects négatifs, elle a introduit un déséquilibre dans les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif parce que désormais le président a un droit de veto sur toutes les propositions de loi qui pourraient naître au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a ce déséquilibre. Et l'autre déséquilibre, c'est que le Conseil constitutionnel c'est donner le droit de contrôler la constitutionnalité des lois, donc de contrôler le peuple sénégalais. Parce que quand on vous parle des 3/5 de l'Assemblée nationale, les 3/5 de l'Assemblée nationale, c'est l'immense majorité du peuple sénégalais. Parce que vous prenez chacun des députés qui entrent dans les 3/5 de cette majorité. Si vous allez faire le décompte des voix dernières qui ont envoyé ces députés à l'Assemblée, ça vous fera plus de la moitié du peuple sénégalais. Et si vous avez la moitié du peuple sénégalais qui peut être censuré par des personnes qui sont nommées, parce qu'il ne faut pas oublier que la même constitution dit que la souveraineté du peuple sénégalais est exercée par lui-même et par ses représentants élus. Mais dès lors qu'il y a un organe qui n'est pas élu, qui est un organe qui est nommé, donc avec une légitimité différente de celle des élus, et que cet organe vient censurer le souverain, que ce soit le constituant dérivé ou le constituant primaire, je vous ai dit qu'ils ont une égalité de pouvoir en dehors de la zone du périmètre d'intangibilité. À ce moment-là, le Conseil constitutionnel s'est donné un pouvoir exorbitant. Et si je devrais faire un parallèle, aux États-Unis, par exemple, vous avez la Cour suprême qui s'est toujours refusée à contrôler la procédure d'adoption des amendements. Parce que la Cour suprême des États-Unis dit que dès lors que l'amendement a été adopté, c'est le souverain qui s'est exprimé et nous ne pouvons pas contrôler cela. Les affirmations faites par le Premier ministre congolais Anatole Coliné Makosso sur Global Africa Télé Sud, je cite, Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que David était pour Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que De Gaulle est pour la France, celui-là qui a modernisé, a stabilisé les institutions, qui a incarné la lutte et la résistance et qui a engagé les grandes politiques pour ce que la France est devenue aujourd'hui. Votre commentaire sur ces propos. Bon, je rappelle, pendant que vous allez répondre, qu'il est de notoriété publique. Après, c'est discutable, hein, mais moi, ce que je constate, c'est que les Congolais vivent très, très mal actuellement par rapport à leur, disons, aux générations précédentes. J'emprunterai à Talleyrand une formule qui me semble appropriée dans les circonstances. Talleyrand disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Bonjour, maître Charles lycée Poitiers-Mar. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de nous rejoindre sur R7 pour commenter d'abord la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal qui a rejeté donc la réforme constitutionnelle qui visait à réduire les pouvoirs du président de la République et à limiter à une seule fois en un mandat présidentiel la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale alors que la Constitution n'autorise de. Nous parlerons également de la menace proférée par Ousmane Sonko de faire tomber le gouvernement autant de fois que nécessaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement? Nous allons également tenter de comprendre les implications possibles de la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et l'ancien président sénégalais Macky Sall, prévue pour demain si le programme est maintenu.
Ensuite, nous pourrions nous intéresser aux affirmations faites par Anatole Collinet Makosso sur Global Africa Télé Sud. Je cite, Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que David était pour Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que De Gaulle est pour la France celui-là qui a modernisé, stabilisé les institutions, qui a incarné la lutte et la résistance et qui a engagé les grandes politiques pour ce que la France est devenue aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de ce qui va caractériser cet échange. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre sur R7. Maître Anissé Poitiers-Amar, vous avez suivi évidemment cette décision, vous avez pris connaissance, je pense, de la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en faire une interprétation et pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel, cette fois-ci, s'est prononcé sur une réforme décidée par le Parlement sénégalais? Bon, d'abord, il faudrait dire que il y a des aspects positifs dans l'évolution de cette situation au Sénégal avec cette décision qui intervient, mais aussi des aspects négatifs. Pour les aspects positifs, d'abord, c'est le fait que les acteurs politiques du Sénégal font arbitrer leurs conflits par le Conseil constitutionnel. Donc, on recourt au droit pour arbitrer les conflits plutôt que de les régler autrement. Et ça, c'est un progrès notable que certains C'est la pays chose la plus d'Afrique sont en naturelle dans train de une faire. démocratie, non? N'est-ce pas naturel dans une démocratie? L'Afrique ne s'est pas illustrée par cette façon de faire pendant certaines décennies. Dernièrement, on constate qu'il y a des progrès de cette nature qui se font dans plusieurs pays. Par exemple, en Sao Tomé et Principe, en cette année 2026, le tribunal constitutionnel a annulé, a déclaré contraire à la Constitution la décision du président de la République révoquant le Premier ministre. Avant cela, en 2017, on a vu au Kenya la Cour suprême qui avait annulé l'élection présidentielle, donc a empêché le président sortant de renouveler son mandat immédiatement, de prêter serment et l'a obligé à repartir devant les électeurs. Et sur le plan international, on a vu du côté de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples des décisions obligeant la Côte d'Ivoire en son temps à revoir sa loi électorale et plus récemment encore la Cour de justice de la CEDEAO qui a déclaré contraire à la Charte africaine de la démocratie la réforme constitutionnelle intervenue au Togo. Et donc, quand vous prenez cet ensemble de décisions prises par des juridictions nationales ou supranationales, on constate un progrès du droit dans l'arbitrage des conflits politiques dans les pays. Et au Sénégal en particulier, depuis l'élection du président Diomaye Faye, on se souvient des circonstances. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui a empêché le report de l'élection et le Conseil est même allé plus loin jusqu'à fixer lui-même la date de l'élection parce que l'exécutif de l'époque tardait à fixer cette date malgré la décision du Conseil. Donc, saisi une seconde fois, le Conseil a lui-même fixé la date et convoqué le corps électoral. Et ça, c'est des progrès que l'on peut considérer. Par contre, on observe quand même que dans cette façon dont la montée en puissance du Conseil constitutionnel du Sénégal, ce qui est une chose souhaitable pour le pouvoir judiciaire qui est toujours l'enfant pauvre, en particulier dans les constitutions francophones d'Afrique. Donc, quand vous avez un Conseil constitutionnel qui fait cette montée en puissance, c'est une bonne chose, mais il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Or, dans la dernière décision, on observe qu'il y a un débordement qui intervient. Ça veut dire que autant le Conseil, pour ceux qui sont impliqués dans l'affaire
on parlait d'une augmentation ou d'une diminution des pouvoirs du président de la République en faveur de l'Assemblée nationale, ce qui aurait constitué une rupture des équilibres. Or, ici, on constate que la rupture des équilibres s'est déplacée en faveur, d'une part, du Conseil constitutionnel et d'autre part, du président de la République. Donc, on voulait éviter un problème et on se retrouve avec un autre par rapport à la décision qui a été rendue. Oui, mais qu'est-ce qui a dû concourir à cette décision? D'aucuns parlent, c'est en raison du non-respect du droit d'amendement du président. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, selon vous? Il y a deux motifs que le Conseil met en avant. Le Conseil dit qu'il n'y a pas que le droit d'amendement du président de la République n'a pas été respecté et pour cette raison, la procédure elle-même n'a donc pas été valide. Mais de ce point de vue, il faudrait mentionner l'argument qui a été présenté par le PASTEF, enfin par le président de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne s'agit pas du PASTEF en l'occurrence. L'argument a consisté à dire que cette disposition ne s'appliquait pas aux propositions de loi. Et je suis totalement d'accord avec cela. Ça ne s'applique pas aux propositions de loi parce que pour comprendre ce qui se passe au Sénégal par rapport à l'interprétation de leur constitution, il faudrait d'abord rappeler que c'est une constitution inspirée de la constitution française. On retrouve quasiment toute la lettre de la constitution française. Et donc, toutes les fois que vous avez dans ces pays francophones qui ont des constitutions inspirées de la France, leur interprétation vous oblige à aller regarder la disposition d'origine dans la Constitution française et quelles en ont été les interprétations en France. La disposition dont parle le Conseil constitutionnel en France, c'est une disposition qui est appliquée de façon modérée, mais particulièrement sur les propositions, sur les projets de loi. Ça veut dire que le gouvernement présente un projet à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est l'Assemblée qui doit voter la loi, donc qui doit adopter ce projet. Alors, l'Assemblée vient modifier le projet, introduit des amendements qui peuvent être de nature à transformer le projet initial. Et le gouvernement ne se reconnaît plus dans le texte qu'il a lui-même proposé. À ce moment, le gouvernement dit à l'Assemblée, soit vous prenez le texte que moi je vous ai donné avec les amendements que moi j'ai acceptés ou que j'ai apportés moi-même, soit vous rejetez le texte. Donc c'est mon texte à moi, vous ne pouvez pas le dénaturer. À ce moment, cette disposition-là joue pleinement. Mais lorsque c'est une proposition de loi, donc c'est une initiative de l'Assemblée, ce texte appartient à l'Assemblée. Le président, le gouvernement ne peut pas sur un tel texte intervenir et dire soit vous l'acceptez avec mes amendements, soit vous le rejetez. À ce moment, ce qui se passerait si on consacre tel que le Conseil constitutionnel vient de le faire, ce qui se passerait, c'est que le pouvoir législatif a été vidé de sa compétence législative. Ils ne peuvent plus légiférer sans l'assentiment du président. Donc le Conseil vient de donner au président de la République un veto législatif qui n'existait pas dans la Constitution. Et cette interprétation est une modification indirecte de la Constitution. Tel que les pouvoirs étaient équilibrés avant l'intervention de cette décision, c'était la volonté du constituant, donc du souverain primaire. Maintenant, à partir de cette décision, on va appliquer la règle du vote groupé ou bloqué sur toutes les initiatives législatives, qu'elles soient, que ce soit des projets de loi ou que ce soit des propositions de loi. C'est donc l'Assemblée qui sort diminuée dans ses prérogatives. Or, pour que vous puissiez constater ce déséquilibre, c'est qu'il y a un domaine de la loi et il y a un domaine réglementaire.
Si dans le domaine de la loi, l'exécutif peut intervenir avec un droit de veto et que dans le domaine réglementaire, le législatif ne peut pas intervenir, vous comprenez qu'il y a là un déséquilibre des pouvoirs. Or, la séparation des pouvoirs joue pleinement lorsqu'il y a à la fois égalité des pouvoirs et équilibre de ces pouvoirs. Donc, la décision du Conseil constitutionnel vient rompre l'équilibre qui existait entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Mais est-ce pour autant dire qu'avant, le Conseil constitutionnel n'avait pas ses prérogatives? Est-ce qu'il n'y a pas un précédent dans l'histoire politique du Sénégal de ce genre d'intervention du Conseil constitutionnel? Sur cette disposition, c'est la première du genre où le Conseil octroie ce veto au président de la République. Et en la matière, il faudrait observer que ce qui s'est passé, ça a été un contrôle de la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Quand bien même le Conseil s'en défend, parce que le Conseil dit, nous n'avons pas contrôlé la constitutionnalité de la loi, mais nous avons contrôlé la procédure d'adoption de la loi. À la limite, je vous dirais que c'est un jeu de dupes. Un jeu de dupes parce que le constituant dérivé du Sénégal, donc l'Assemblée nationale, lorsqu'elle atteint les 3/5, quand elle atteint ce niveau, elle devient le constituant dérivé. Le constituant dérivé a exactement le même pouvoir dans sa parcelle de compétences que le peuple sénégalais. Donc, en dehors des intangibilités constitutionnelles qui sont fixées à l'alinéa 4 de l'article 103 de la Constitution du Sénégal, en dehors de ces intangibilités, l'Assemblée nationale du Sénégal, groupée dans les 3/5 de sa majorité, représente et a exactement les mêmes pouvoirs que le peuple sénégalais. Alors, lorsqu'ils adoptent une loi avec cette majorité, à la suite de son adoption, cette loi devient la Constitution. Ce n'est plus une proposition de loi, c'est devenu une Constitution. Pas encore entrée en vigueur parce que en matière de loi, vous avez ce qu'on appelle la période d'observation. La période d'observation, c'est quand la loi a été adoptée, elle a cessé d'être une proposition de loi ou un projet de loi, elle est déjà devenue une loi, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur parce qu'elle n'a pas encore été promulguée. Mais c'est déjà une loi. Mais la nature de cette loi est constitutionnelle dans ce cas-ci. Alors, si cette loi est constitutionnelle parce qu'elle a été adoptée à la majorité des 3/5, j'insiste encore que c'est comme si c'était le peuple sénégalais qui l'avait adoptée. Vous contrôlez cette loi. À ce moment, vous êtes en train de contrôler la Constitution par rapport à elle-même. Et vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, invoquer des articles de procédure parce que c'est le souverain qui vient d'adopter une nouvelle constitution. Vous devez considérer dans ce cas que les articles de procédure ont été amendés. Donc, ils ont été implicitement amendés puisque c'est le souverain qui l'a fait. Et ça, vous avez cette doctrine qui a commencé en France en 1962, lorsque une loi par voie de référendum, en passant par l'article 11, plutôt que l'article 89 qui est consacré à la révision de la Constitution. Mais une fois que le Conseil constitutionnel français avait été saisi, la réponse du Conseil constitutionnel était que c'est une loi constitutionnelle. Dès lors qu'elle est devenue une loi constitutionnelle, le fait qu'elle ait été adoptée par le souverain, ça implique que toutes les irrégularités constituées, je ne peux pas contrôler le constituant parce que le constituant est au-dessus du constitué. Donc, il ne peut pas contrôler le constituant. Et ça, cette doctrine, on l'a retrouvée en 1992 encore en France et en 2003. Donc, ça fait 3 fois en France le Conseil constitutionnel, 3 générations de juristes différentes
sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas contrôler une loi constitutionnelle au regard de la Constitution. Bien sûr, il y a un bémol, si vous permettez que je Oui, je termine vous par en là, il prie. y a un bémol, c'est que le constituant dérivé, lui, il a une limite. Donc, on peut contrôler le pouvoir constituant dérivé dans le cadre des intangibilités, les matières qui sont dites insusceptibles de révision. Mais en dehors de ces matières, il a exactement les mêmes pouvoirs que le constituant primaire. Et dans ce cas-ci, étant donné qu'aucune des matières du périmètre d'intangibilité n'était concernée, logiquement, la révision ne pouvait pas avoir lieu. Et quand le Conseil dit nous avons contrôlé la procédure, mais on n'a pas contrôlé la Constitution elle-même, donc le corps de la loi, je vous invite à lire la décision. Vous verrez que cela est faux pour deux raisons. La première raison, c'est que l'article premier de la décision du Conseil dit la loi numéro 18-26 est contraire à la Constitution. Donc, ils ne disent pas que la procédure d'adoption est contraire à la Constitution. Ils disent la loi est contraire à la Constitution. Or, comment vous faites pour découvrir que la loi est contraire à la Constitution si vous n'avez pas contrôlé la loi? Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction dans le dispositif, dans les motifs du Conseil et son dispositif. Et d'autre part, quand vous regardez l'intérieur de la décision, donc les motifs du Conseil, le Conseil met en regard de la Constitution des articles de la loi qui a été censurée. Donc les articles 29, 30, 89, 90 et 91 ont été mis en regard de la Constitution. À ce moment, on ne peut pas dire qu'on était en train de contrôler la procédure puisqu'on évoque des articles qui étaient dans la loi. On a effectivement contrôlé la loi. Or, tout le monde en la matière sait qu'en matière d'orthodoxie constitutionnelle, on ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Alors, maître, quelles pourraient donc être les conséquences sur la suite de la vie politique au Sénégal, mais aussi peut-être les leçons à tirer pour l'Afrique? C'est une décision qui a apaisé tout le monde, mais dans les aspects négatifs, elle a introduit un déséquilibre dans les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif parce que désormais le président a un droit de veto sur toutes les propositions de loi qui pourraient naître au sein de l'Assemblée nationale. Donc il y a ce déséquilibre. Et l'autre déséquilibre, c'est que le Conseil constitutionnel s'est donné le droit de contrôler la constitutionnalité des lois, donc de contrôler le peuple sénégalais. Parce que quand on vous parle des 3/5 de l'Assemblée nationale, les 3/5 de l'Assemblée nationale, c'est l'immense majorité du peuple sénégalais. Parce que vous prenez chacun des députés qui entrent dans les 3/5 de cette majorité, si vous allez faire le décompte des voix dernières qui ont envoyé ces députés à l'Assemblée, ça vous fera plus de la moitié du peuple sénégalais. Et si vous avez la moitié du peuple sénégalais qui peut être censuré par des personnes qui sont nommées, parce qu'il ne faut pas oublier que la même constitution dit que la souveraineté du peuple sénégalais est exercée par lui-même et par ses représentants élus. Mais dès lors qu'il y a un organe qui n'est pas élu, qui est un organe qui est nommé, donc avec une légitimité différente de celle des élus, et que cet organe vient censurer le souverain, que ce soit le constituant dérivé ou le constituant primaire, je vous ai dit qu'ils ont une égalité de pouvoir en dehors de la zone du périmètre d'intangibilité. À ce moment-là, le Conseil constitutionnel s'est donné un pouvoir exorbitant. Et si je devrais faire un parallèle, aux États-Unis, par exemple, vous avez la Cour suprême qui s'est toujours refusée à contrôler
la procédure d'adoption des amendements. Parce que la Cour suprême des États-Unis dit que dès lors que l'amendement a été adopté, c'est le souverain qui s'est exprimé et nous ne pouvons pas contrôler cela. Mais ce n'est pas le peuple américain qui va au référendum pour adopter l'amendement. L'amendement est adopté par une majorité qualifiée du Congrès fédéral et des majorités qualifiées des 50 autres États. Dès lors que ces majorités ont été acquises, la Cour suprême des États-Unis vous dit qu'elle ne peut pas contrôler comment ces majorités ont été acquises et qu'est-ce qui s'est passé. Dès lors que ça a été acquis, on considère que c'est la Constitution. Et dans le cas du Sénégal, c'est navrant de constater que désormais, le Sénégal va devoir compter avec un Conseil constitutionnel qui s'est donné des pouvoirs exorbitants. Et d'ailleurs, le paradoxe dans cette affaire, c'est que le PASTEF, dans son projet, voulait faire du Conseil constitutionnel une cour constitutionnelle, lui donner davantage de prérogatives. Et ici, le Conseil a pris plus de pouvoir qu'on voulait lui en donner. Parce que déjà, je vous ai parlé de 2024 où ils ont écarté la prolongation du mandat du président de la République, ce qui entrait dans le périmètre des intangibilités. C'était normal, ça allait de soi, mais ils ont ouvert la recevabilité des recours aux candidats à l'élection présidentielle. Donc, désormais, au Sénégal, les candidats à l'élection présidentielle peuvent saisir le Conseil des irrégularités. C'est un progrès aussi. Ils ont fixé eux-mêmes la date de la tenue de l'élection. Est-ce qu'on pouvait concevoir que les choses aillent jusque-là? En tout cas, ça a permis un progrès positif dans le pays. Donc, le Conseil est véritablement devenu une super cour constitutionnelle. Alors qu'on voulait en faire une cour constitutionnelle, c'est devenu une super cour constitutionnelle. Et là, dans le cas d'espèce, est-ce qu'il va être possible de modifier la constitution du Sénégal? C'est devenu assez difficile, surtout dans le contexte où le président de la République est carrément aux antipodes avec le président de l'Assemblée nationale et la majorité qui accompagne ce dernier. Donc, tous les projets du président de la République, on imagine bien qu'ils auront du mal à passer l'étape de l'Assemblée nationale dans le cadre passé pour réviser la Constitution. Et du côté de l'Assemblée, on n'imagine pas que des propositions partant de l'Assemblée puissent prospérer dès lors que le président a désormais un droit de veto. Et si vous permettez, je vous parlerai aussi de l'autre motif mis en avant par le Conseil constitutionnel, parce qu'ils ont aussi parlé de l'article 82 dans son alinéa 2 qui interdit d'augmenter les charges publiques si on n'augmente pas les ressources de façon compensatoire. Alors, cette disposition, par exemple, en lisant la décision, j'ai argumenté du fait que c'était une disposition qui ne s'appliquait pas aux lois constitutionnelles. Et encore une fois, cette disposition vient du droit constitutionnel français. C'est l'article 40 de la Constitution de la France. Et quand vous regardez comment ça s'applique en France, l'article 40, on parle de cette disposition en termes de recevabilité financière. Ça veut dire que c'est lorsqu'on est dans le débat budgétaire qu'on parle de cette disposition. Mais ici, si à l'occasion de la révision de la Constitution, vous impliquez la recevabilité financière, ça aurait voulu dire que l'Assemblée nationale, en faisant sa proposition budgétaire, montrant l'augmentation des ressources par rapport à l'augmentation des charges. Ce serait la première fois dans le monde qu'on aurait une proposition de loi constitutionnelle à laquelle serait annexée
ou qui contiendraient des dispositions financières. Donc, qui seraient naturellement des dispositions provisoires. On n'a jamais vu ça nulle part dans le monde. Je ne sais pas comment, à l'avenir, les Sénégalais vont faire avec ça, parce que quand vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait des précédents au Sénégal, en 2016, la nouvelle constitution avait créé le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais on n'a pas assorti le projet de loi qui crée, donc le projet de loi constitutionnelle n'était pas assorti des ressources nouvelles pour compenser la charge qui allait concerner la création de cette haute autorité, de ce haut conseil des collectivités territoriales. Et en France, lorsqu'on a créé en 1993 la Cour de justice de la République, c'était aussi une loi constitutionnelle. Il n'y avait pas une question de recevabilité financière impliquée. Et donc ici, on ne comprend pas bien cette démarche consistant à intégrer dans le raisonnement constitutionnel une disposition qui n'a absolument rien à voir avec une révision de la Constitution. Voilà, merci Maître Charles-Anicet Poitiers-Amar. Venons-en donc à la menace proférée par Ousmane Sonko de faire tomber le gouvernement, autant de fois que nécessaire par le biais, bien sûr, des motions de censure. Est-ce qu'on peut penser que c'est la conséquence, évidemment, de ce que vous étiez en train d'expliquer, se rendant compte que finalement, Bassirou Diomaye Faye a dopé les pouvoirs du Conseil constitutionnel et que maintenant, ben voilà, peut-être l'issue serait de brandir cette menace pour essayer d'équilibrer encore les forces. Ce sera le jeu normal des institutions parce que l'Assemblée a pour mission à la fois de contrôler l'exécutif et de voter les lois. Et dans le contrôle de l'exécutif, il y a la motion de censure. À partir du moment où les hostilités entre les partis aujourd'hui sont acquises, ce n'est pas une chose souhaitable, mais on observe que le jeu politique va se passer dans les affrontements juridiques. Et de ce point de vue, le président n'a pas hésité à saisir le Conseil comme moyen de recours à l'Assemblée, que les autres puissent utiliser l'arme de la censure du gouvernement. Ce n'est que de bonne guerre, on dira. Maintenant, il faudrait s'assurer que le pays reste gouvernable parce que de crise en crise, de censure en censure, on arrive très, très, très rapidement à l'ingouvernabilité. C'est ce qui s'est passé en France sous la 4e République. Et c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle va fonder la 5e République. Parce que sous la 4e République, les gouvernements tombaient les uns après les autres du fait de la censure. Et en cela, on a vu qu'en 12 ans, la France a eu 17 gouvernements. Et il faut craindre que cela puisse se passer au Sénégal. Oui, mais c'est le fait de le déclarer. Est-ce qu'on peut noter là une certaine frustration parce que tout le monde le sait que Ousmane Sonko s'était également engagé à ne pas mettre les bâtons dans les roues du gouvernement sénégalais. Or, maintenant, il sort, c'est-à-dire il fait un revirement pour dire, ben, écoutez, attendez-vous à ce que l'on puisse censurer les gouvernements. Est-ce que c'est une C'est le expression? bon, Oui, pardon. c'est le bon droit de la majorité parce que en ce moment, le Sénégal, au moment où nous sommes en train de parler, le Sénégal est dans une situation antinomique de la logique des institutions inspirées de la Ve République. Parce que dans la logique de ces institutions, le Premier ministre coïncide avec, il y a une coïncidence de majorité entre la présidence et l'Assemblée nationale, ce qui permet au président à ce moment de désigner le Premier ministre avec une certaine marge de liberté. Le texte de la Constitution sénégalaise dit le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Mais ça, c'est la lettre de la Constitution. Dans l'esprit de la Constitution, on est obligé de regarder la logique des institutions. Et la logique des institutions veut que le Premier ministre soit en phase
avec l'Assemblée nationale, de telle sorte qu'il arrive à gouverner sans obstacle. Or, s'ils ne sont pas en phase, ce qui se passera, c'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Donc, si le Premier ministre ne vient pas de leur rang ou ne rencontre pas leur assentiment, ils ont le droit de lui opposer la motion de censure. Et il ne faut pas oublier que le PASTEF est le parti qui a généré l'actuel président de la République. C'est lui qui l'a présenté au peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais leur a donné la double majorité présidentielle et législative. Alors, si ce parti qui a reçu du peuple le droit de gouverner le Sénégal ne peut pas gouverner le Sénégal, il va utiliser les moyens que la Constitution met à sa disposition pour le faire savoir, pour Merci. exprimer son mécontentement en tout cas. Merci, Maître Charles Anissé Poitiers-Amar. Le temps est presque à la fin. Nous serons obligés de passer à notre volet, mais qui concerne cette fois-ci le Congo. J'aurais bien voulu vous entendre sur la visite à Dakar, hein, annoncée du président, l'ancien président sénégalais Macky Sall, donc prévu pour demain, comme je l'ai dit. Il va rencontrer l'actuel président pour solliciter son concours à sa candidature à l'ONU. Si vous avez un petit commentaire là-dessus, sinon on passe pieds joints sur l'actualité congolaise. Là-dessus, je saluerai juste la tradition républicaine du Sénégal qui fait que depuis le président Abdou Diouf, toutes les fois qu'il y a un nouveau président qui est installé, l'ancien président quitte le pays pour à la fois se reposer après avoir exercé longtemps le pouvoir, mais surtout pour laisser les coudées franches à son successeur. Donc Macky Sall n'a pas dérogé à cette tradition et là, il va rentrer au pays rencontrer son successeur. Historiquement, les choses se sont toujours passées comme ça. C'est une tradition républicaine qu'il faudrait saluer. Et donc le Congo est l'un des rares pays où on n'a jamais vu l'actuel président collaborer avec les anciens présidents, encore que, je ne sais pas si y a-t-il encore un ancien président au Congo? Tous sont morts, malheureusement. Il n'y D'autres en étaient a partis plus. à l'exil. Il n'y en a plus, malheureusement. Alors, nous allons passer donc au dernier volet. Ce sont donc les affirmations faites par le Premier ministre congolais Anatole Coliné Makosso sur Global Africa Télé Sud. Je cite. Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que David était pour Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Sassou Nguesso est pour les Congolais ce que De Gaulle est pour la France, celui-là qui a modernisé et a stabilisé les institutions, qui a incarné la lutte et la résistance et qui a engagé les grandes politiques pour ce que la France est devenue aujourd'hui. Votre commentaire sur ces propos. Bon, je rappelle, pendant que vous allez répondre, qu'il est de notoriété publique. Après, c'est discutable, hein, mais moi, ce que je constate, c'est que les Congolais vivent très, très mal actuellement par rapport à leur, disons, aux générations précédentes. J'emprunterai à Talleyrand une formule qui me semble appropriée dans les circonstances. Talleyrand disait que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et je ne pense pas devoir commenter ce qui est insignifiant. Merci. Maître Charles-Alice Poitiers-Amar d'avoir été avec nous pour commenter évidemment la décision de la Cour constitutionnelle du Sénégal qui venait de rejeter la réforme constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale du Sénégal. On attend un jour voir aussi la démocratie prospérer au Congo comme au Sénégal. C'est peut-être le souhait. Mais Merci. je vous ai souvent parlé je vous ai souvent parlé de la République qui a vécu au Congo entre 1992 et 1997. Pendant cette période-là, le pouvoir judiciaire congolais commençait à prendre son envol. Et c'est dans cette période qu'on a vu la Cour suprême du Congo condamner le ministre de la Justice en exercice.
Et c'était des choses qu'on n'avait jamais vues. Et encore, à la fin de ce régime, lorsque M. Sassou Nguesso arrivera à monter sur les chars et qu'il voudra prêter serment devant la Cour suprême en son temps, je vous ai déjà raconté cela. Le président de la Cour suprême de ce temps-là, M. Mambwana, avait dit que, à s'en tenir au texte, le président de la Cour suprême recevait le serment du président de la République élu. Il n'y avait pas eu élection, donc il ne pouvait pas recevoir le serment. Et M. Sassou Nguesso l'a remplacé avant de prêter serment. Son serment a été reçu par la personne qu'il avait nommée avant qu'il ait prêté serment. Et ensuite, l'histoire s'est poursuivie. Mais là, c'était des exemples d'une époque qui nous donnait une sorte de lueur de ce que allait devenir le Congo si cette expérience républicaine n'avait pas été interrompue. Mais l'espoir demeure, ce pays se redressera. Sur le plan économique, Anatole Koliné-Makosso est en train de se féliciter des efforts qu'il aurait en fait fournis pour ramener la dette congolaise à 92%. Il rappelle qu'il y a 5 ans de cela, la dette était à 98% et maintenant elle a été réduite à 92%. Et donc c'est un succès pour lui. Mais je rappelle que lorsqu'on parlait de la dette à 98%, le Congo était endetté à plus de 6 000 milliards de francs CFA. Maintenant, on parle de 92%, c'est bien les chiffres, mais la dette est à plus de 9 000 milliards. Votre commentaire là-dessus? Et c'est une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation des chiffres parce que si le volume de la dette a augmenté et que le rapport de la dette au produit intérieur brut s'est amélioré, donc il est passé de 98% du produit intérieur brut à 92%. C'est juste une question de mécanique. Ça veut simplement dire que le produit intérieur brut a augmenté plus vite que le volume de la dette. Donc, ça, c'est la vieille leçon de relativité enseignée par Einstein en son temps. Donc, que le Premier ministre ne fasse pas le rapport entre les évolutions de masse, que lorsqu'une masse, deux masses qui sont en rapport, quand il y en a une qui évolue plus vite que l'autre, ça modifie le rapport. Ce qu'il dit aurait du sens si seulement il avait montré à qui ils ont payé la dette, à l'intérieur et à l'extérieur, à qui ils ont payé la dette. Est-ce que le volume de la dette en absolu a diminué? Non, le volume de la dette en absolu a augmenté. Si le produit intérieur brut n'avait pas augmenté, la conséquence aurait été que le volume de la dette aurait augmenté en pourcentage sur le produit intérieur brut. Or, ici, ce qui s'est passé, c'est que les deux masses ont augmenté, mais seulement que la masse du produit intérieur brut a augmenté plus vite que la masse de la dette, ce qui fait qu'en termes de pourcentage, la masse de la dette baisse par rapport au produit intérieur brut. Donc, c'est un mouvement en trompe-l'œil. Et d'autre part, il faut tenir compte du fait que le produit intérieur brut, lui, il n'a pas augmenté du fait de l'action du gouvernement. Non, le produit intérieur brut a augmenté parce que le budget de l'État représente environ 80% de notre produit intérieur brut. Alors, si le budget de l'État augmente en volume, ce qui s'est passé ces dernières années parce qu'il y a eu, dans un premier temps, la guerre en Ukraine et ensuite, il y a eu la guerre en Iran. Donc, les deux guerres ont fait augmenter le prix du baril de pétrole, ce qui augmente mécaniquement nos recettes budgétaires et mécaniquement aussi notre produit intérieur brut augmente. Alors là-dessus, il n'y a aucune action du gouvernement et que le Premier ministre ne tienne pas compte de ces effets mécaniques, mais essaie de les attribuer à l'action du gouvernement qui ne montre pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ce n'est pas la première surprise avec ce gouvernement. Voilà, on peut donc considérer que c'est un jeu de mots auquel joue Anatole Koliné-Makosso. Il joue aussi sur la psychologie des Congolais. Merci, Maître Mais Charles il faut, Alissé. pardon,
pardon, il faudrait ajouter là-dessus que ce gouvernement, qui est l'ancien parti unique, pense que nous sommes toujours à l'époque du parti unique, où l'État avait le monopole de l'expertise et ce qu'ils disaient était parole d'évangile. Ils oublient que les Congolais sont compétents aujourd'hui, se sont formés dans tous les domaines. Les slogans de l'État ne suffisent plus. Il faudrait des faits et des preuves. Et ils ne peuvent plus faire les parodies qu'ils faisaient avant, se promener à travers le pays, annoncer des contre-vérités ou des mensonges d'État auxquels ils croyaient eux-mêmes en croyant que le peuple allait y croire. Désormais, tout ce qu'ils disent est contrôlé et les Congolais à travers le monde ont les compétences pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en matière de gestion des finances publiques et de gestion budgétaire en tant que telle, je pense qu'ils devraient être plus prudents lorsqu'ils annoncent ces chiffres. Merci, évidemment, mais parce qu'ils continuent à croire qu'ils ont encore le contrôle de tous les médias, comme avant, au temps du monopartisme. Malheureusement, tout a changé, et voilà. Nous sommes à l'ère du numérique où tout se sait à la seconde près. Grand merci donc d'avoir consacré tout ce temps précieux pour répondre à nos questions. Merci à vous, Monsieur Perrin. Je Merci. vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Aidez-nous à promouvoir cette édition en la partageant, bien entendu. Dites-nous en commentaire vos opinions, cela nous aidera énormément. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.